Je sais que ça va vous paraître fou, mais Stephen King m'a tout piqué. Pas juste une idée, pas juste un détail, tout. Chaque roman, chaque personnage, chaque frisson qu'il vous a fait ressentir, c'était moi qui en étais à l'origine. Et le pire, évidemment, c'est que personne me croit. Je me souviens encore du jour où j'ai compris. C'était en 1983, dans une petite librairie de province qui sentait la poussière et le papier jauni. J'étais venu pour acheter un dictionnaire de rimes, histoire d'en finir avec mes poèmes ratés. Et là, au rayon horreur, une couverture m'a sauté à la figure. Une fille en robe blanche, couverte de sang, le regard fixe. Tragique. Carrie. Là, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Cette histoire, c'était la mienne. Ouais. Bon, d'accord, dans une version un peu différente. Dans ma version à moi, la fille s'appelait Mireille, elle vivait à Poitiers et elle faisait exploser les néons du lycée quand elle était énervée. Mais tout le reste, le bal, le sang, la vengeance, c'était pareil. Je l'avais écrite des années plus tôt dans un cahier Clairefontaine. Je l'avais même envoyé à un concours de nouvelles organisé par France Loisirs. Ils m'ont jamais répondu. Et quelques années plus tard, paf, Stephen King, best-seller mondial, Hollywood, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, c'est un hasard, mais les hasards, ça a ses limites. Parce qu'ensuite, il y a eu Shining, et là, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. Un écrivain isolé dans un hôtel vide, qui devient fou, mais c'est littéralement moi. En 1978, j'avais en effet passé l'hiver tout seul dans une pension en montagne à essayer d'écrire mon grand roman français. La chaudière faisait un bruit d'enfer et j'entendais des pas dans le couloir la nuit. J'avais noté tout ça dans un carnet noir et puis, un an plus tard, ce bon vieux Stephen King sort Shining. Je dis pas qu'il a lu mon carnet, je dis simplement qu'il savait. Je crois qu'il a un don, un genre de télépathie littéraire, on va dire, une connexion transatlantique avec mon cerveau, comme s'il interceptait mes idées pendant que je dors. Je fais un rêve et hop là, 6 mois plus tard, il en fait un roman de 600 pages. J'ai même essayé de tester le truc. En 1985, j'ai commencé une histoire sur un clown tueur. Ouais, un clown. J'avais trouvé ça absurde, grotesque. Parfait. Je m'étais dit, personne ne prendra ça au sérieux, personne n'oserait écrire un truc pareil. Eh ben si, lui, Stephen King. Ça. Quand j'ai vu la couverture avec le ballon rouge, j'ai failli m'étrangler avec mon café. Et plus je lisais ces livres, plus je me retrouvais dedans. Les gamins de Stand By Me, c'était mes copains d'enfance, sauf qu'on vivait à Limoges et pas à Castle Rock. La voiture possédée de Christine. J'avais écrit la même histoire, sauf qu'il s'agissait d'une Renault 5. Oui, on fait avec ce qu'on peut. Et Misery, parlons-en. Le roman d'un écrivain prisonnier d'une fan. Tu crois que c'est sorti de son imagination ? Non. Ça m'est arrivé à moi. Oui, avec quelques petites différences. Moi, j'étais coincé 3 jours chez une lectrice qui m'avait invité à un salon littéraire à Moulins. Elle avait égaré les clés de sa maison et moi, j'avais fini par m'enfuir en passant par la fenêtre de la salle de bain. Alors forcément, au bout d'un moment, on finit par se poser des questions.
Soit Stephen King me suit depuis 40 ans, caché derrière un buisson avec un carnet de notes, soit il a trouvé un moyen de capter mes pensées. Et franchement, connaissant son univers, la deuxième option me semble plus crédible. Parce que si on regarde bien, tout est là. Les dons paranormaux, la télépathie, les visions. Ce type a passé sa vie à écrire sur ça, sans mauvais jeu de mots, comme s'il se racontait lui-même, comme s'il avouait son pouvoir entre les lignes. Moi, je me suis mis à relire tous ces romans avec un crayon, en traçant des flèches, des indices, des connexions. Et tu sais quoi? Tout colle. Absolument tout. Il a même laissé des messages cachés. Le petit coquin dans la tour sombre, par exemple, il parle d'un autre écrivain dans un autre monde. Eh ben, c'est moi. Je le sais. Les gens me prennent pour un fou quand j'en parle, mais ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Moi, j'ai les preuves. Je les garde dans une boîte à chaussures, sous mon lit. Des coupures de journaux, des photocopies de mes vieux carnets, des passages surlignés en jaune fluo. C'est mon dossier King. Un jour, je le publierai, et le monde saura la vérité. Les années 80 auraient dû être mes années. J'étais jeune, ambitieux, vaguement alcoolique. Bref, j'avais tout pour réussir. Je fumais des gitanes, maïs, en regardant la pluie tomber sur les vitres de mon studio à Châteauroux, persuadé que j'étais en train de révolutionner la littérature. J'écrivais à la main dans des cahiers qui sentaient l'encre bleue et la solitude. Et pendant que je me démenais pour trouver un éditeur, devine qui remplissait les rayons des librairies? Stephen. Ce bon vieux Stephen avec ses histoires de mort qui reviennent, des chiens fous, des gamins qui lèvent les yeux vers les égouts, tout ce que j'avais imaginé. Tout. Je dis pas ça à la légère, hein. J'ai les preuves. En 1980, j'ai écrit une nouvelle qui s'intitulait « Le cimetière des chats ». Un texte intime, sombre sur la douleur de perdre un animal et sur ce qu'on serait prêt à faire pour le revoir. 2 ans plus tard, Pet Sematary, même thème, même ambiance, même idée de base, sauf que dans ma version, c'était un hamster, pas un chat. Et quand j'ai vu le film, plus tard, j'ai reconnu ma scène, celle où le père enterre la petite boîte sous la lune. Sauf que chez moi, c'était dans un bac à sable et qu'il pleuvait, mais tout le reste y était. Coïncidence? Tu veux d'autres exemples? Je t'en donne à l'appel. En 1982, j'ai commencé un roman intitulé Les brumes de la vallée, une histoire d'orage, de peur, de monstres invisibles cachés dans le brouillard. Tu connais la suite? The Mist, publié peu après. Je me souviens même d'avoir dit à un ami « Tiens, regarde !» Il a encore pioché dans mes notes. Il m'a répondu « Ouais, bien sûr, et moi, je suis le cousin de Lovecraft. » Les gens ne comprennent pas. Ils ne voient pas les fils qui relient tout. Parce qu'il n'a pas seulement volé mes histoires, il m'a volé ma carrière. Chaque fois que j'avais une idée, elle me glissait entre les doigts, comme si elle sentait qu'elle était appelée ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, vers Bangor, dans le Maine. Tu sais ce que ça fait de voir tes pensées devenir des best-sellers chez quelqu'un d'autre? C'est comme rêver qu'on t'applaudit et te réveiller seul dans ton lit. En 1984, j'ai essayé de changer de style. J'ai tenté la comédie romantique pour semer le voleur. Mais même là, il m'a suivi. Parce que peu après, il a écrit Dolores Claiborne avec cette noirceur féminine, cette ironie tragique. Exactement ce que je voulais faire. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Je crois qu'il a des agents partout. Peut-être même dans les maisons d'édition françaises, qui sait, peut-être que mon facteur travaille pour lui. Ouais, bon, allez, je vais un peu loin.
N'empêche, j'ai commencé à remarquer des choses, des enveloppes ouvertes, des bruits de modem, la nuit des pages manquantes. Dans mes carnets un jour, j'ai même retrouvé une empreinte de café sur mon manuscrit. Je ne bois pas de café. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant ce temps-là, Stephen, lui, construisait son empire. Castle Rock, Derry, Salem, des villes inventées, oui, mais si tu regardes bien, leurs plans ressemblent étrangement à certaines communes françaises. Derry, par exemple. Son réseau d'égouts correspond trait pour trait à celui de Limoges. J'ai fait des calculs. J'ai même superposé les cartes sur une vitre. Tu sais quoi? Tout colle. Alors, j'ai voulu me défendre. Je me suis dit, très bien, s'il veut jouer à ça, on va jouer. J'ai écrit une histoire où un écrivain vole les idées d'un autre écrivain, tant qu'à faire. C'était brillant, un duel psychologique entre deux plumes obsédées l'une par l'autre. Tu veux savoir ce qu'il a fait? Quelques années plus tard, The Dark Half. Exactement la même idée. À ce stade, c'était plus du plagiat, c'était du parasitage mental. Je suis allé jusqu'à écrire à son éditeur. J'ai envoyé une lettre dans un anglais approximatif. Hello, I am the original author of Stephen King's ideas. Please tell me to stop reading my brain. Ils ne m'ont jamais répondu. À partir de là, j'ai compris que c'était inutile, que j'étais seul, que ma gloire était morte avant d'être née. Mais tu sais quoi, je ne lui en veux pas vraiment, parce que malgré tout, il a bien écrit mes histoires. Peut-être même mieux que moi, je l'avoue, et quand je le lis, parfois j'ai l'impression d'entendre ma propre voix traduite en américain, un peu plus claire, un peu plus vivante. C'est troublant. C'est comme se lire dans un miroir un peu sale. Tu veux que je te dise la vérité vraie? Je crois qu'il m'entend. Pas au sens figuré, non, pas par métaphore littéraire, non, littéralement. Stephen King m'entend penser. J'ai commencé à avoir cette certitude en 86. Parce que, alors, je travaillais dans une bibliothèque municipale. J'étais chargé de ranger les retours de livres. Un travail parfait pour quelqu'un qui passe son temps à observer les couvertures en rêvant d'en écrire de meilleurs. Un soir, alors que je classais des exemplaires usés de Cujo, j'ai eu une pensée fugace. Tiens, j'aimerais écrire un roman sur un homme qui découvre qu'un écrivain célèbre lui vole ses idées à distance. Le lendemain matin, j'ai allumé la radio et sur France Inter, un chroniqueur, dont je ne sais plus le nom, parlait du prochain roman de Stephen King, Misery. Un écrivain séquestré par une lectrice fanatique, j'en ai déjà parlé, et là j'ai compris. Il savait que je savais, depuis ça ne s'est plus arrêté. C'est comme si nos cerveaux étaient branchés sur la même fréquence. Parfois, je me réveille la nuit avec des phrases dans la tête, des phrases que je ne reconnais pas mais que je note quand même. Et quelques mois plus tard, je le retrouve mot pour mot dans un de ses bouquins. Tiens, un autre exemple. Les Langoliers. J'avais écrit dans un rêve « Le temps ne passe pas, il se fait manger ». Et 3 ans après, bingo, King publie exactement ça. Alors je me suis mis à faire mes propres expériences. Je laissais des pensées au hasard dans ma tête juste pour voir si elles allaient apparaître quelque part dans son œuvre. Des phrases absurdes, des images étranges du genre une main dans un bocal de confiture, un homme sans ombre qui vend des parapluies. Quelque temps plus tard, j'ai lu Dreamcatcher et devine quoi? Il y avait une scène où un personnage attrape littéralement une forme informe dans un bocal. Je te jure, j'invente rien. Et à partir de là, je me suis dit que ce n'était plus seulement une coïncidence, c'était une communication, un échange, une correspondance d'âme, on va dire. Tu crois que c'est absurde? Ouais, peut-être. Mais regarde son visage, vraiment.
Regarde-le, ses yeux plissés, ce sourire fatigué, cette manière d'avoir toujours l'air d'un type qui a compris quelque chose que le reste du monde ignore. Quand je le vois en photo, j'ai l'impression qu'il me regarde. Mais son regard n'est pas dirigé vers moi. Il se dirige à travers moi, comme si j'étais son miroir déformant. Alors j'ai commencé à noter quelques dates. Chaque fois que j'avais une idée, j'écrivais la date dans le carnet. Et chaque fois qu'un roman de Stephen King sortait, je comparais. 9 fois sur 10, mon idée était antérieure à la sienne. 9 fois sur 10, ça, c'est pas du hasard. C'est de la statistique. Et le plus fou, c'est que parfois c'est moi qui sens ses pensées avant qu'il n'écrive. Un jour, je crois que c'était en 1991, j'étais assis dans un café qui s'appelait le Balto. Ouais, c'est original. Et j'ai souvent eu la vision d'une prison d'un homme qui s'évade dans un tunnel creusé depuis des années. 2 ans plus tard, bim! Les évadés. En anglais, ça s'appelle Shawshank Redemption. Je l'avais su avant lui, je crois que le lien fonctionne dans les deux sens. Alors j'ai essayé d'en parler à des amis, à des psys, à ma mère même. Et tous m'ont répondu la même chose. Arrête donc de lire Stephen King pour commencer. Mais comment veux-tu que j'arrête? C'est comme dire à un jumeau, coupe ton cordon ombilical. Invisible. Je me suis mis à écouter des fréquences radio la nuit. J'ai bricolé une antenne avec des cintres et du fil de cuivre. Et parfois, entre deux parasites, j'entendais des mots en anglais. Des phrases murmurées, distordues. Right, my friend, right. Et évidemment, c'était sa voix. Je suis sûr que c'était lui. Un soir, j'ai même tenté de lui répondre. J'ai pris un vieux magnétophone à cassette et j'ai enregistré. Stephen, si tu m'entends, arrête. Laisse-moi une histoire à moi. Juste une. C'est pas trop demandé. Je l'ai ensuite passé en boucle toutes les nuits, posé sur le rebord de ma fenêtre. Je pensais que les ombres finiraient bien par trouver leur chemin jusqu'au Maine. 3 mois plus tard, il a publié La part des ténèbres, un roman sur un écrivain hanté par son double. Tu vois, il m'a entendu. Je ne sais pas si c'est de la télépathie en fait, du vol d'ondes cérébrales ou un truc encore plus tordu. Mais je sais qu'il y a un lien. Quelque chose d'ancien, de profond, comme si avant de naître, on avait partagé la même matrice créative. 2 âmes logées dans 2 corps différents, écrivant les 2 moitiés d'un seul grand livre. Et parfois, j'avoue, j'ai peur. Parce que si ce lien existe, qu'est-ce qui m'empêche moi aussi d'écrire ces futures histoires? Peut-être que sans le savoir, je suis devenu le tuyau par lequel il rêve. Peut-être qu'il n'invente plus rien depuis longtemps. Peut-être que c'est moi, maintenant, qui écris Stephen King. J'ai décidé que ça suffisait. J'en avais assez. Pendant des années, j'ai laissé Stephen King siphonner mes cauchemars, pomper mes souvenirs, recycler mes fantômes. Il va voler mes chats, mes clowns, mes hôtels hantés, mes voitures possédées et même mes égouts. Mais cette fois, j'allais frapper fort. J'allais écrire le livre qu'il ne pourrait pas voler. J'ai passé des semaines à réfléchir à ce que King n'écrirait jamais. J'ai relu tous ses bouquins, et il y en a un paquet, du premier au dernier, en cherchant les failles, et j'ai fini par trouver. Il n'avait jamais écrit sur un protagoniste français. Pas un vrai, quoi, pas un type du pays des pains au chocolat et des grèves.
Il avait peur de ça, j'en suis sûr. La France, pour lui, c'était un brouillard de clichés. Les bérets, le vin rouge et les cimetières vieux de Milan. Alors, j'ai décidé de lui offrir ce cauchemar-là. L'histoire que j'avais écrite s'appelait Le fantôme de Saint-Flour. C'est un roman d'horreur existentialiste, on va dire, à la fois absurde et sublime, où un écrivain raté hante sa propre maison d'édition. Le fantôme veut être publié, mais chaque fois qu'il tape une page, le texte disparaît. Il comprend peu à peu que ces mots sont aspirés à travers une faille dimensionnelle jusqu'au mail. Tu vois le clin d'œil ? J'étais malin, moi aussi. J'ai tout fait à la main pour éviter toute fuite numérique. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, rien. J'ai même couvert mes fenêtres d'aluminium comme un parano de bas étage. J'écrivais la nuit, à la bougie, avec une plume sergent-major et de l'encre noire. Je sentais que le roman vibrait, qu'il naissait de mes tripes. Enfin, j'avais trouvé mon territoire. Et puis un matin, alors que j'étais sur le point d'écrire la dernière phrase, il s'est passé un truc étrange. Une bourrasque. Et la bougie s'est éteinte. Et toutes mes pages, je vous le donne en mille, se sont envolées. Littéralement. Elles ont tournoyé dans la pièce, comme si une main invisible les feuilletait. Certaines sont sorties par la fenêtre. Je les ai poursuivies dans la rue en pyjama, hurlant comme un possédé. Les feuilles flottaient dans le vent, légères, brillantes, comme attirées vers quelque chose ou quelqu'un. Je te jure, pendant un instant, j'ai cru voir très loin, au-dessus des toits, une silhouette. Un homme aux cheveux gris assis sur une chaise longue, un carnet sur les genoux. Il écrivait. Je ne pouvais voir son visage, mais je savais. C'était lui. Alors je suis rentré, trempé, vidé, furieux. Le lendemain, j'ai cherché mes pages. Introuvable, disparu. Et 3 mois plus tard, Stephen King a sorti un nouveau roman, Lizzie's Story. Une histoire d'amour hantée, d'écrivains fantômes, de mots perdus entre les mondes. Tu vois, il m'avait volé ma revanche. J'ai ri, un rire long, nerveux, presque joyeux, parce que j'ai compris à cet instant précis qu'il n'y avait plus de frontières entre lui et moi. Nous étions devenus les deux faces d'une même feuille. Quand j'écrivais une ligne, il écrivait l'autre. Quand je respirais, il soupirait. Alors, j'ai changé de stratégie. Plutôt que de le fuir, j'ai décidé de l'utiliser, de me brancher volontairement sur lui. Je me suis mis à écrire avec lui. Je prenais ses livres, je les ouvrais au hasard et je continuais les phrases. Parfois, ça sonnait juste, comme une phrase qui avait attendu 20 ans pour être complétée. Je crois vraiment qu'il sentait ma présence. Un soir, en lisant 22-11-63, ce roman sur un homme qui voyage dans le temps pour essayer de sauver Kennedy, j'ai murmuré. Et si quelqu'un faisait pareil, mais pour sauver un écrivain ? Et devine quoi ? Quelques années plus tard, il a écrit Billy Summers sur un tueur qui lit des romans et se demande s'il peut encore changer son destin. C'était ma voix cette fois. Je l'ai reconnue. Alors maintenant, je ne cherche plus à me défendre. Je me glisse dans ses phrases. Je laisse mes pensées couler dans ses marges. Je suis devenu son fantôme français. L'esprit qui hante son clavier. Quand il tape, c'est moi qui respire derrière lui. Et parfois, la nuit, quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'entendre le cliquetis d'une vieille machine à écrire quelque part très loin, dans une maison du Maine. Et ce bruit, ce rythme, ce battement, c'est comme un écho de mon propre cœur. Je n'avais jamais prévu d'aller aux États-Unis. Je n'aime pas les grands espaces, les hamburgers, ni les gens qui sourient sans raison. Et pourtant, un matin de septembre, je me suis réveillé avec cette certitude. Il faut que j'aille le voir.
Pas pour lui faire du mal, non, juste pour le regarder dans les yeux, pour lui dire « Je sais ». Donc, je me suis rendu à l'aéroport d'Orly avec un sac à dos, quelques billets froissés et mon carnet. Le dossier King, évidemment. Le type au guichet, il m'a demandé ma destination. J'ai dit « Bangor » dans le mail. Il a levé un sourcil. Il avait l'air amusé. « Vous avez de la famille là-bas » ? Oui, ai-je répondu. La famille littéraire. Très proche. Le vol, il a été long, agité, plein de turbulences, comme si les nuages eux-mêmes voulaient me dissuader d'aller là-bas. J'ai somnolé par fragments. À chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais le bruit d'une machine à écrire. Quand j'ai rouvert les paupières, j'avais l'impression d'avoir traversé non pas l'Atlantique, mais un miroir. Bangor, une ville tranquille, ma foi, banale, trop propre, pour être honnête. Je l'ai reconnu tout de suite. Chaque rue semblait sortie d'un de ses romans. Les lampadaires avaient cette lumière jaunâtre, comme dans le livre Ça. Les maisons en bois craquaient, comme dans Salem Slot. Même l'air sentait la vieille peur et le papier brûlé. Alors, j'ai pris une chambre dans un motel au bord de la route, le genre de lieu où tu t'attends à voir un gamin spectral te fixer depuis le parking. J'ai passé la nuit à relire mes notes, à écouter le vent, et le lendemain, je suis allé devant chez lui, devant sa maison. Elle est rouge sombre, avec une grille en fer forgé, en forme de chauve-souris. Je l'avais vue 1000 fois sur Internet, mais la voir en vrai, c'était autre chose. Elle dégageait une présence, une aura, comme si les murs respiraient. Donc je me suis approché lentement, le cœur battant, et une voiture est passée dans la rue. J'ai eu honte, soudain, d'être là. J'étais comme un fou parmi les touristes, à attendre que son fantasme sorte fumer une cigarette. Mais au moment où j'ai voulu faire demi-tour, le portail a grincé. Et il est apparu. Stephen King, vivant, réel, debout, devant moi, en jean, en chemise à carreaux, avec cet air fatigué de type qui en a trop vu. Il m'a regardé, je devrais dire il m'a dévisagé. Longtemps, je n'ai pas bougé, j'avais préparé 1000 phrases, 1000 reproches, 1000 accusations, mais tout s'est effondré. Ce qui m'est venu, c'est simplement « Pourquoi moi ?» Il a souri. Un sourire calme, triste, presque complice. Et il a dit d'une voix douce « Parce que tu es un bon canal. » J'ai cru m'évanouir. Un bon canal, mais ça voulait dire quoi ? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il a levé la main lentement et j'ai remarqué une cicatrice sur sa paume, comme une brûlure en forme de plume. Continue d'écrire, a-t-il ajouté. C'est la seule façon. Puis, il a tourné les talons. Simplement, la porte s'est refermée. Je suis resté là dans la rue, incapable de bouger, tandis qu'un corbeau croassait sur le portail. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai eu le réflexe de sortir mon téléphone pour prendre une photo, mais l'écran est resté noir, complètement noir. De retour au motel, j'ai voulu noter la scène, mais impossible d'écrire une seule ligne. Mon stylo tremblait, mes mains étaient glacées. Alors j'ai ouvert un de ces romans au hasard, du Maquis. Et là, entre deux paragraphes, dans une phrase que je suis sûr de n'avoir jamais lue auparavant, il y avait écrit « Il est venu aujourd'hui, il ne sait pas encore qu'il écrit cette phrase. » J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Depuis ce jour-là, je ne sais plus très bien qui écrit qui. Parfois, quand je tape sur mon clavier, les mots apparaissent plus vite que mes pensées.
Et quand je me relis, il y a des phrases qui ne sont pas de moi, des phrases en anglais, des phrases qu'il aurait pu écrire. Je crois qu'il m'a laissé une part de lui, en fait. Ou alors, il m'a pris la mienne, et ça, c'est moins cool. Mais je me suis remis à écrire, bon an mal an, pas parce que j'en avais envie, mais parce que c'était devenu vital. Il fallait que je couche sur le papier ce que j'avais vu, entendu, deviné. Sinon, ça allait me ronger de l'intérieur. J'ai commencé par un carnet à spirale, puis par un vieux PC portable, trouvé dans une brocante. Le clavier collait, la batterie tenait 15 minutes et le ventilateur faisait le bruit d'un avion qui décolle. Mais moi, ça m'allait, je voulais sentir la machine souffrir. Et le titre de ce que j'écrivais s'est imposé tout seul. J'allais appeler ça le dernier manuscrit, un roman dans lequel un écrivain découvre que tous ses livres ont été écrits par un autre, un fantôme qui lui emprunte ses mains. C'était parfait. Autobiographie sans lettres, un miroir à deux faces. Les premiers jours, tout allait bien. J'écrivais 10, 15 pages par nuit, des dialogues brillants, des descriptions fines, des idées terrifiantes. Mais à mesure que les phrases s'empilaient, j'ai commencé à remarquer des anomalies, des fautes que je ne faisais jamais, des tournures anglaises et surtout des passages entiers que je ne me souvenais pas d'avoir écrits. Un matin, j'ai trouvé un paragraphe signé de 2 lettres, SK, à la fin d'un chapitre. J'ai cru que c'était une blague de mon inconscient. J'ai voulu effacer les initiales. Impossible, le curseur refusait de bouger sur ces lettres, comme si elles étaient gravées dans le fichier. J'ai alors imprimé tout le manuscrit. Ça faisait plus de 200 pages et là, j'ai remarqué quelque chose de plus troublant encore. Le papier dégageait une odeur de tabac froid et de vieille bibliothèque. Une odeur que je connaissais trop bien. La nuit suivante, le ventilateur du PC s'est arrêté net. L'écran a affiché un message. Continue. Pas de signature, pas de date. Juste ce mot. Alors, j'ai continué. Les phrases venaient d'elles-mêmes. Je n'écrivais plus, je transcrivais, comme si quelqu'un me dictait à l'oreille. Parfois, je croyais entendre un léger murmure derrière moi, un souffle, presque bienveillant. Mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, rien, sauf un mot nouveau à l'écran. Je me suis dit que j'étais en train de devenir fou et j'ai accepté, parce qu'il y avait une sorte de plaisir à sombrer proprement, une forme de lucidité tordue. Puis, à la page 317, les choses ont basculé. Le texte s'est mis à parler de moi, pas du narrateur, pas d'un personnage, de moi, mon nom complet, mon adresse, la couleur du papier peint du salon, tout y était. Et à la fin du chapitre, cette simple phrase: « Tu vas finir ce livre demain ». Encore une fois, j'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai bu du café jusqu'à en trembler. Et à 5 heures du matin, j'ai tapé le dernier mot. Fin. Puis, plus rien. L'écran est devenu noir. J'ai imprimé la dernière page, tremblant, et j'ai relu le tout. Les dernières lignes disaient: « Le manuscrit n'est pas un livre, c'est une porte, et chaque lecteur qui tourne la dernière page devient à son tour un canal. » Je n'ai pas compris tout de suite, mais quand j'ai levé les yeux, il y avait quelqu'un assis en face de moi. Non, c'était pas Stephen King, perdu. Un homme plus jeune, avec mes traits, mon expression, mais un regard étrange. Il me fixait, souriant. « Alors ça y est, me dit-il, tu l'as terminé ?» J'ai pas répondu. Il a pris le manuscrit calmement et l'a glissé dans un sac. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de la publication. » « Qui êtes-vous »
une version corrigée de toi. Puis il a disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Le lendemain, j'ai voulu rouvrir le fichier sur l'ordinateur, mais il n'y avait plus rien, pas un seul mot. Le dossier King aussi avait disparu. Depuis, chaque fois que je passe devant une librairie, je regarde les étagères avec méfiance, parce que j'ai peur d'y trouver le dernier manuscrit, signé d'un autre nom. J'ai toujours cru que les livres avaient une âme, pas au sens romantique, pas une essence spirituelle, non, plutôt une mécanique subtile, des phrases, des images, des rythmes qui, une fois lus, colonisent les circuits de ton cerveau. Chaque mot est un parasite poli et la lecture, une forme d'invasion consentie. Alors, quand j'ai vu les premiers commentaires sur le dernier manuscrit, j'ai compris. Le livre avait trouvé ses hôtes. N'avait pas publié le texte, du moins pas volontairement, mais quelques semaines après la disparition de mon double, des extraits ont commencé à circuler sur des forums d'écrivains, des groupes Facebook et même sur Reddit. Toujours le même fichier d'ailleurs, posté sous des pseudos différents, toujours accompagné d'une phrase. Lisez-le jusqu'au bout. Certains disaient qu'il s'agissait d'une œuvre perdue de Stephen King, d'autres d'un test littéraire interactif généré par une IA. Un type a même prétendu que c'était le brouillon d'un roman qu'il avait écrit, mais dont il n'avait aucun souvenir. Et les réactions étaient fascinantes. Certains lecteurs adoraient, d'autres devenaient nerveux, irritables, obsédés par le texte. Un gars a même publié sur son blog « Depuis que j'ai lu ce manuscrit, j'ai l'impression qu'il continue de s'écrire dans ma tête. » Une femme a raconté avoir rêvé d'un homme qui lui murmurait les phrases du livre pendant qu'elle dormait. Un autre disait que chaque fois qu'il essayait de brûler le fichier PDF, il se retrouvait à le rouvrir machinalement quelques heures plus tard. Les témoignages se multipliaient. J'ai voulu prévenir les gens, leur dire de ne pas le lire, mais c'était déjà trop tard, le texte avait pris vie. Et puis un jour, j'ai reçu un mail. Expéditeur SK. Objet, merci. Message, tu avais raison, un livre ne s'écrit jamais seul. Je ne savais pas si je devais rire ou hurler. J'ai répondu « Qui êtes-vous » Mais le mail a rebondi. Adresse introuvable. J'ai fini par aller voir un libraire que je connais, un type solide, pas du genre à s'émouvoir pour un rien, et je lui ai demandé s'il avait entendu parler du livre. Il a levé un sourcil. Évidemment, je viens d'en vendre un exemplaire ce matin même. C'est pas possible, il n'a jamais été imprimé. Vous plaisantez, il est là, sur l'étagère. Nouveauté fantastique. Je me suis retourné, et ouais, il était bien là, le dernier manuscrit, couverture noire, sobre, titre en lettres rouges, auteur, Stephen King. J'ai pris le livre, les mains tremblantes, et j'ai feuilleté les premières pages. C'était mon texte, mot pour mot. Sauf que les personnages portaient d'autres noms. Le narrateur s'appelait Philippe K. Je me suis senti fondre de l'intérieur. Je suis sorti sans acheter le livre, incapable de respirer. Le soir même, j'ai reçu un message vocal, une voix féminine, douce, une voix un peu tremblotante. « Monsieur, j'ai lu votre manuscrit, j'ai besoin de vous parler. J'entends encore vos phrases dans ma tête. » Puis, silence total. Juste un souffle et un murmure presque imperceptible. Continue. Encore une fois, je n'ai pas dormi depuis. Chaque fois que je marche dans la rue, j'ai la sensation que les gens me regardent d'un peu trop près. Pas avec hostilité, non, avec reconnaissance, comme si j'étais leur créateur. Et parfois, dans leurs yeux,
je crois reconnaître des fragments de phrases, des échos, des citations, comme si le livre les écrivait à leur tour. Un livre qui s'écrit. Ça a commencé par des petits signes, un mot écrit sur un ticket de caisse, une phrase sur un mur de métro, une ponctuation bizarre dans un journal local. Au début, j'ai cru que j'étais paranoïaque, mais non. Le texte se répandait. Les personnages du manuscrit apparaissaient dans ma vie. Je ne parle pas des cosplays ridicules ou de touristes déguisés en clowns, non, je parle de figures exactes. L'enfant avec une bicyclette rouge, des chiens immenses qui fixaient les passants dans le parc, des fantômes de femmes en robe blanche marchant le long de la rivière. J'ai compris que le livre n'était plus seulement lu, il était lu par le monde. Chaque lecteur, volontaire ou non, devenait un vecteur. Chaque regard, chaque pensée contaminée par les phrases imprimées, chaque souffle, et voilà que mon récit commençait à s'écrire en dehors de moi. J'ai commencé à marcher dans la ville avec une feuille blanche, j'écrivais des phrases absurdes pour tester les faits. Un chat danse sur le toit du théâtre municipal, et le soir, j'ai vu exactement ça devant moi. Et le plus étrange, il n'y avait pas d'autres témoins, les passants faisaient comme si c'était normal. Là, j'ai compris que j'avais franchi un seuil. Le manuscrit avait trouvé son monde, pas le Maine, pas Bangor, pas même ma chambre, le monde entier. Les gens riaient, pleuraient, criaient, mais uniquement dans le rythme du livre. Chaque action devenait un écho des pages. Un couple qui se disputait sur un banc reprenait exactement les dialogues que j'avais tapés une semaine plus tôt. Une vieille dame qui nourrissait les pigeons récitait des paragraphes entiers à voix basse. Alors, j'ai essayé de créer des protections des phrases, impossibles à copier, des mots sans aucun sens, mais le monde trouvait toujours une façon de les interpréter. C'était comme un organisme vivant, ce livre. Il se nourrissait de nous, et puis il y a eu des murmures, pas dans ma tête, pas dans les livres, partout, tout autour de moi, dans le vent, dans le fracas de la pluie, sur les toits, dans le cliquetis des claviers publics, des phrases qui n'étaient pas écrites mais qui semblaient être là. Le monde parlait, le manuscrit. Et là, j'ai compris que Stephen King n'avait rien à voir là-dedans, ou peut-être qu'il avait tout à voir. Peu importe, le livre avait échappé à nos deux cerveaux. À ce stade, je n'écrivais plus, j'observais, je notais ce que le monde faisait de mes mots. Et je me suis rendu compte d'une chose, le monde était un roman vivant. Et je n'étais plus seulement l'auteur, j'étais à la fois lecteur, personnage et narrateur. Alors, j'ai souri parce que dans cette folie, il y avait quelque chose de beau. L'humour, la peur, l'absurde, le merveilleux. Tout ça s'était mêlé dans une danse folle. Et moi, petit Français qui avait commencé à écrire pour ne pas mourir d'ennui, j'avais créé quelque chose que même Stephen King ne pourrait plus contrôler. Le monde était devenu un livre et nous étions toutes les lettres. C'est alors que j'ai compris tout. Stephen King n'était pas mon voleur, il n'était pas mon ennemi, ni mon maître, ni même mon lecteur, non. Stephen King était mon alter ego, à distance. Un écho, un reflet, un miroir sur lequel mes idées rebondissaient pour se transformer en œuvres de masse. Chaque fois que je voyais mes phrases apparaître ailleurs, chaque fois que le monde reproduisait mes mots, je comprenais. Nous étions liés depuis toujours, deux extrémités d'un même filament narratif invisible. Alors, j'ai ri à cette pensée. Je me suis senti léger, enfin. Et puis j'ai eu une idée folle. Pourquoi se battre? Pourquoi écrire pour soi quand on peut écrire pour tout le monde? Alors j'ai commencé à taper, à griffonner, à murmurer mes phrases dans la rue. J'ai laissé mes carnets ouverts sur les bancs, dans les cafés, dans les bus. Chaque mot, chaque virgule devenait contagieux. Les passants souriaient, se tournaient, répétaient les phrases comme si elles leur appartenaient. Le monde entier
participait à ma création. Et là, dans un souffle de vent glacé, j'ai vu une silhouette familière. Stephen King, bien sûr. Pas vieux, pas fatigué. Juste là, debout sur le trottoir en face de moi, avec ses lunettes rondes, un carnet et un stylo. Il m'a souri, un sourire entendu, presque complice. Alors, on a gagné, hein a-t-il murmuré. J'ai haussé les épaules. J'ai répondu, on a créé quelque chose d'impossible, mon gars, impossible à contrôler, a-t-il répondu. Exactement ce qu'il nous fallait. Et puis sans un bruit, il est parti. Disparu, évanoui dans la foule, ou peut-être qu'il n'avait jamais été là. Je suis resté sur le trottoir, les yeux rivés sur le ciel, et j'ai réalisé quelque chose d'énorme. Je n'avais jamais été en compétition avec Stephen King, mais j'avais été en compétition avec moi-même. Chaque roman qu'il avait écrit, chaque phrase que le monde avait répétée, chaque souffle contagieux de mes lecteurs n'était rien d'autre qu'un reflet de ma propre folie créative. Une folie qui finalement avait pris vie. Et le monde, maintenant, était un livre ouvert. Nous étions tous dedans. Chaque rire, chaque peur, chaque idée folle, chaque absurdité gravée dans les rues, les cafés, les bureaux et les chambres, tout ça, c'était ma création collective. Alors, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai murmuré. Merci Stéphane. Merci à moi. Le vent a soufflé en portant mes paroles et quelque part, je l'ai entendu rire. Le grand final n'était pas une bataille, ni une revanche, ni un plagiat, c'était juste nous, moi, lui, et le monde en train d'écrire et de réécrire à l'infini. Le monde avait repris son cours, les rues ne craquaient plus sous les pas des fantômes, les chiens étaient redevenus normaux, les enfants, sur leurs bicyclettes rouges, avaient complètement disparu, et moi j'étais là, assis à ma table, un stylo à la main, un carnet ouvert et le sentiment délicieux que quelque chose venait de se terminer ou de commencer. Je ne savais plus trop. J'ai relu mes derniers mots, ils étaient absurdes, grandioses, drôles et étrangement vrais. Comme un rêve qui se serait écrit tout seul. Puis j'ai souri. En pensant à Stephen King, je me suis dit qu'il devait être quelque part à écrire ou à relire ses propres fantômes, en se demandant peut-être si j'étais réel ou si je n'étais qu'un personnage qu'il avait créé pour s'amuser. Peu importe. J'ai griffonné une phrase au hasard dans mon carnet. Demain, je vais écrire une histoire où un écrivain français vole les idées d'un Américain célèbre juste pour voir ce qui se passe. J'ai ri tout seul. Parce que je savais, même si le monde avait été redevenu normal, même si les pages avaient disparu, même si Stephen King n'était qu'un reflet lointain dans mon imagination, je pouvais recommencer, je pouvais réinventer, je pourrais rire, je pouvais horrifier et émerveiller en même temps. Le stylo a glissé sur le papier et je me suis dit, après tout, les idées ne meurent jamais, elles voyagent, elles s'échappent et parfois elles reviennent sous une forme encore plus folle. Le vent a soufflé à travers ma fenêtre, un frisson, un murmure. Peut-être que c'était lui, peut-être que c'était moi, peu importe. J'avais ma revanche. Pas sur Stephen King, non, sur moi-même. Et le meilleur, c'est que le prochain livre était déjà en train de naître.